Bonjour chers amis. La dernière fois, nous avons parlé des personnages du théâtre de Cerf. Cette fois-ci, nous allons parler de Mikhail Shchepkin et de Praskovia Jemtchugova, les plus célèbres des artistes de l'époque de la monarchie absolue en Russie. D'abord, parlons de Shchepkin. Avant d'être admis au théâtre Mali, petit théâtre, Shchepkin devait travailler aux divers théâtres provinciaux en interprétant différentes parties, y compris celles des femmes, dans des mises en scène de différents genres. C'est précisément en ce temps-là où il commence à former sa méthode d'acteur qui s'appelle « L'art est plus autant haut qu'il est autant proche de la nature ». Selon cette méthode, l'acteur étudie soigneusement le rôle en cherchant à reproduire le caractère du personnage le plus vivant possible, le plus vraisemblable, en retransmettant à eux les observations pratiques des modèles. Voilà, il introduit dans le rôle de l'ambiguïté, les contradictions internes. Ce qui a lui apporté le plus grand succès, ce sont les parties de mœurs et de la lyrico-comique, y compris les rôles de travestis ou bien avec des déguisements, exigeant de l'acteur des transformations à la fois internes et externes. Sur les scènes du théâtre Mali, Shchepkin a interprété à diverses reprises, avec succès, bien entendu, différents personnages de Molière. Arnolphe dans L'école des femmes en 1825, Sganarelle dans L'école des maris en 1828, Harpagon dans L'Avare en 1830 et d'autres du répertoire français, bien entendu. Les principes esthétiques du travail sur le rôle et d'une pénétration profonde dans le caractère de l'interprétation du personnage, inculqués par Shchepkin, se renforçaient par la suite dans le théâtre russe et auront une influence considérable sur Konstantin Stanislavski, grand réformateur du théâtre russe. Les dramaturges, notamment son ami Nikolai Gogol était ami de Shchepkin, bien sûr, s'inspireront également du jeu réaliste développé par les Cerfs pour écrire leurs propres pièces. Voilà, c'était Shchepkin. Les noms de certains artistes Cerfs, les soi-disant talents innés, sont restés dans l'histoire du théâtre russe. Au premier rang de ces personnages, il y a une fameuse femme. Sans mention de son nom, notre narration ne serait pas complète. C'est Praskovia Jemtchugova, la plus célèbre des artistes de l'époque de la monarchie absolue en Russie. À l'âge de 7 ans, Praskovia est admise à l'éducation chez la princesse Marthe Dolgorouki, au manoir du comte Sheremetyev à Kuskovo, près de Moscou, comme vous savez. Dans ce domaine, le comte avait un théâtre qui jouissait d'une gloire particulière. Selon les témoignages des contemporains, on le considérait comme l'aîné et le meilleur des théâtres privés. Et sans céder dans le luxe du théâtre de la cour de Saint-Pétersbourg, il surpassait maintes fois celui de Moscou d'alors en équipement. Alors on découvre très vite chez la petite fille
c'est-à-dire Praskovia, de grandes dispositions pour la musique, et on commence à la préparer pour une troupe du théâtre. Praskovia ainsi débute le 22 juin 1779 dans l'opéra L'amitié à l'épreuve d'André Grétry, compositeur français. L'année suivante, elle déjà vient sur scène sous le nom de Jemtchougova. Son vrai nom a été Kovaleva. Dans la colonie opéra comique d'Antonio Sacchini. Antonio Sacchini, compositeur italien de l'école napolitaine. Jemtchougova avait une belle voix, une soprano lyrico-dramatique. Elle savait jouer du clavecin et de la harpe et parlait italien et français. C'est justement Ivan Dmitrievski, patriarche des acteurs russes à l'époque, qui lui-même enseignait l'art dramatique à elle. Le succès survient en 1781 avec la patrie de Lise dans le Déserteur, opéra comique aussi de Pierre-Alexandre Monsigny, compositeur français. Puis en 1785, elle fait son début triomphant avec la partie d'Élian dans les Maria Samnite, opéra de Grétry. 2 ans plus tard, elle interprète cette partie même devant Catherine II dans le théâtre reconstruit à Kuskovo, dont l'ouverture avait été organisée à l'occasion de la visite de la souveraine à ce manoir. L'impératrice a donc été charmée de la splendeur du spectacle et du jeu des acteurs serbes, en particulier de Jemtchougova, interprétant la partie principale, à tel point qu'elle lui a attribué une bague diamante. Eh bien, en 1800, le comte Sheremetyev a franchi Praskovia et toute sa famille, et cause sans précédent pour l'époque, et il se marie avec elle, un comte et une actrice. Ainsi, muni de l'exemple de 2 artistes du théâtre de Cerf, nous avons appris que le niveau des connaissances et de la formation des comédiens, au moins quelques-uns d'eux, malgré le régime pas très démocratique, a été assez haut pour interpréter les personnages étrangers, pour jouer en scène en autre langue et pour chanter d'airs d'opéra sérieux. Je vous dirais que c'est extraordinaire même aujourd'hui. Mais était-ce vrai en réalité? Certains contemporains nous ont laissé leur observation sur l'enseignement des arts au Cerf. Et surtout, il y en a aussi le témoignage du prince Piotr Viazemski, poète, traducteur et critique littéraire russe et ami de Pouchkine. Oui. La manière de voir du vrai prince doit être intéressante. Dans ses mémoires, il écrit « On se raillait souvent de ces amoureuses demi-seigneuriales et on s'en raille jusqu'à présent. Ils avaient toutefois aussi un bon côté. Cette entreprise inoculait une certaine instruction à la domesticité, au moins l'alphabétisation. Si ce n'est point l'amour pour les arts,
au moins de faire connaissance avec eux. Cela formait tout de même dans les hommes de peu de conditions, des sentiments et de concepts humains, alléger les mœurs et mettait les gens de maison sur la lumière de Dieu. Voilà. Cependant, il n'est pas difficile d'y voir l'ironie de l'auteur. Sans entrer dans les détails du servage, ce n'est pas notre objectif, bien sûr. Il faut présenter que le niveau général de l'instruction de serfs a été plus faible. Par conséquent, le fonctionnement du théâtre de serfs résidait exclusivement dans les talents innés. C'est presque curieux de savoir comme les serfs acteurs comprenaient eux-mêmes ce phénomène social. Oui, malgré les conditions au total supportables dans les théâtres, le servage à l'échelle du pays sous le règne de Catherine II s'était renforcé seulement. Le libéralisme de Sémiramis Nord n'était donc qu'une affection de vertu devant l'Europe. Et Chepkin, ancien serf, comprenait bien la situation dans le pays. Il ne partageait donc pas les vues d'Alexandre Herzen, philosophe, écrivain et essayiste politique et occidentaliste russe, qui était connu comme le père du socialisme russe et inspirateur du climat politique qui mènera par la suite à l'émancipation des serfs en 1861. Lors de l'unique voyage de Chepkin à l'étranger en 1853, ces deux hommes même se sont rencontrés. Après son retour, Chepkin lui écrit « Les esclaves ne veulent pas encore être libres. Pourquoi vous attaquez-ils cette fierté humaine pour les rendre libres contre leur volonté, d'être, comme qui dirait, le créateur de leur bonheur? Laissez le monde agrandir par ses lois naturelles et aider à sa croissance pour l'évolution en homme, le sens moral. Semez une pensée, mais ne l'arrosez pas de sang. Je sais que tu as beaucoup de logique. Aussi sais-tu que ce serait un combat inégal et aussi serait-ce malhonnête. Au nom de l'amour pour l'être humain, je lutterai contre toi. Et alors Dieu sait qui remporterait un avantage. Ainsi, les problèmes posés par le théâtre des serfs sont si complexes et si particuliers que nous ne pouvons ici que constater ce fait comme un des facteurs de la formation des acteurs nationaux. Voilà. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.